Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 26 novembre 2020. Bienvenue dans À l'air libre, une émission intégralement consacrée à une nouvelle violence policière survenue au cœur de Paris. À l'air libre, épisode 35, saison 2. C'est parti. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut arrêter de parler des violences policières. Non, il n'y a pas véritablement de problème de violence policière. Ça n'existe pas, des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. C'est un déni bien français malgré les preuves qui s'accumulent, les preuves par l'image. Samedi encore, un homme a été tabassé pendant de longues minutes, plus de 5 minutes, par 3 policiers dans le 17e arrondissement de Paris. Les images sont insoutenables. La victime s'appelle Michel. Il est producteur, il est noir. Il affirme que pendant son passage à tabac, les policiers l'ont traité de sale nègre. On voit ici une grenade lacrymo jetée dans son local. Ces images ont été révélées par le média Loopsider et le journaliste David Perrotin qui est avec nous ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Je te tutoie car tu écris aussi pour Mediapart et donc on se connaît. Et pour en parler aussi, on avait envie de prendre un peu de hauteur et de questionner le traitement réservé aux Noirs en France avec vous, Mame Fatou Niang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh où vous enseignez la littérature française et francophone. Vous êtes franco-sénégalaise. Oui. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. D'abord, Mame, votre réaction à ces images? Alors, je n'ai pas vu les images, je n'ai pas voulu les voir parce que j'ai une... pour moi, ce sont des images assez insoutenables de ces souffrances, de ce lynchage, parce que du coup, pour le coup, on peut utiliser ce mot qui aujourd'hui est très galvaudé, que je refuse de voir, de Rio à Dakar, aux États-Unis. Mais je trouve que dans le contexte actuel aujourd'hui en France de la discussion qu'il y a autour de la loi sécurité globale, ce sont des images qui ont frappé. Qui sont importantes à avoir et qui, j'espère, vont participer à ouvrir les yeux de beaucoup. Mais c'est une réalité qui ne m'étonne pas, je ne suis pas surprise, hélas. David, est-ce que tu as des nouvelles de Michel? Comment va-t-il? Alors, en fait, la particularité de son état, c'est que moi, quand je l'ai interviewé, c'était mardi. Il allait mal, si je puis dire, mais en tout cas suffisamment bien pour faire une interview. Et en fait, il a fait un malaise mercredi soir. Il a dû se rendre à l'hôpital, être hospitalisé. Il est sorti juste aujourd'hui, avant d'aller déposer plainte auprès de l'IGPN. Et à l'issue de son tabassage, le médecin qui lui a vu lui a prescrit 6 jours d'ITT. 6 jours d'ITT qui, ça paraît faible quand on regarde les images. Oui. Son avocate a demandé une réévaluation parce que voilà, ils estiment que ça a été sous-évalué, notamment par le fait qu'il n'a pas subi beaucoup d'examens le jour où il a été admis aux UMJ. Donc, par exemple, le scanner a été fait hier et pas au moment où il a été vu la première fois par des médecins. Donc, il est probable que ce soit réévalué. Alors, cette vidéo, elle a été vue, ne serait-ce que sur Twitter, plus de 4 millions de fois. C'est énorme. Comment est-ce que tu expliques que ça soit à ce point, ça fasse à ce point événement? Les JT en font leur ouverture. C'est rarissime quand il s'agit de violences policières. C'est vrai, je me suis beaucoup posé la question aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 éléments qui peuvent expliquer qu'il y ait une réception si importante de cette vidéo. La première chose, c'est que en fait, c'est peut-être l'une des premières fois où on peut raconter une scène de violence policière du début à la fin. C'est-à-dire que souvent, les autorités ou les forces de l'ordre mettent en avant l'idée que une vidéo, on peut dire ce qu'on veut avec, elle est coupée, il peut manquer des éléments de contexte. Et là, en réalité, c'est que avec les vidéos extérieures et les vidéos intérieures qu'on a diffusées, on retrace de A à Z ce qui a pu se passer. Donc je pense que ça, c'est un élément qui crédite la parole de la victime totalement, alors généralement on met souvent en cause la parole des victimes de violences policières. Et peut-être que la deuxième chose, je dirais, c'est on arrive à un moment où on a l'impression qu'on a une affaire de violence policière par semaine, que ça n'a jamais été aussi vif dans la société, et peut-être
que l'opinion publique arrive à saturation et se dit maintenant ça suffit. Et pourtant, on entend déjà, par exemple, un syndicat de police tout à l'heure sur une chaîne d'info dire oui, bon, quand même, on aimerait connaître le contexte, ce qu'il s'est passé avant ce qu'on voit, c'est-à-dire le tabassage dans le local, ce qui s'est passé dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? En fait, moi, tout ce que je peux répondre, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur les violences policières et il y a à chaque fois, systématiquement, une mécanique qui se met en place dès qu'on diffuse des témoignages de victimes de violences policières. Et souvent, ça va être de criminaliser la victime. Donc on va partir du principe qu'il y a un contexte qui prévaut ou voilà, qu'a pu faire la victime. Alors que la réalité, c'est que quand la presse sort ces éléments, on vérifie. C'est-à-dire que moi, j'ai évidemment que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans la rue, par exemple. Sauf que quand on compare avec les PV d'interpellation et d'intervention, les policiers mentionnent aucune violence dans la rue. Ils vont vers lui et les violences s'enclenchent dans le local. Et à aucun moment, lui, la victime, n'a de gestes violents à l'égard des forces de l'ordre. Donc il y a ça. Et il y a aussi l'idée, par exemple, on va toujours chercher des antécédents, on va disséquer le casier judiciaire, etc. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, la violence, pour qu'elle soit légitime des forces de l'ordre, elle doit être nécessaire et proportionnée. Donc ça veut dire que c'est un temps T où on doit estimer est-ce que les policiers, à ce moment-là, quand ils rouent de coups une personne, est-ce qu'ils se défendent? La réalité, c'est que dans l'intégralité des images qu'on diffuse, rien ne justifie ces violences. Alors, Gérald Darmanin a tweeté. Il a beaucoup fait ces derniers jours pour tenter de rattraper le coup. Là, il dit qu'il se félicite que l'IGPN ait été saisi par la justice. Et surtout, il explique qu'il a demandé au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. On est donc jeudi. Alors, outre le fait qu'il n'y a pas un mot pour les victimes, je dis les parce qu'il y a Michel et les jeunes qui étaient au studio avec lui, qui s'en sont pris quelques-unes quand même. On apprend donc que les policiers étaient toujours en exercice depuis donc les faits samedi soir. C'est ça. Et la connaissance de ces faits, elle date de quand ? En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que moi, j'ai connaissance de ces images lundi. Et je sais que les policiers, le service d'enquête, ont connaissance de ces images aussi lundi parce qu'il y a une perquisition dans les locaux de la victime, parce qu'au début, elle est poursuivie. C'est-à-dire qu'elle est poursuivie pour outrage et rébellion. Donc, il y a une perquisition, ils récupèrent les vidéos, ils constatent que les violences, et c'est que par la suite que le parquet, donc mardi, décide de classer sans suite les poursuites contre la victime et d'ouvrir une enquête contre les policiers. Donc ça veut dire que les policiers, et notamment donc la préfecture de police de Paris, a connaissance des faits de violence des policiers depuis lundi, mais entre lundi et aujourd'hui, aucun gradé de la préfecture, personne n'a estimé qu'il était peut-être dangereux d'avoir ces 3 policiers exercer sur la voie publique tout ce laps de temps. Il y a quelque chose que dit Michel dans ton enquête qui est important dans le contexte, on l'écoute. Sans ces images-là, moi, je suis en prison aujourd'hui. Je suis en prison et mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime auraient pensé que, comme le disent les policiers dans leur déclaration, que j'ai voulu prendre leur arme, que je leur ai mis des coups. Et j'ai entendu caméra, caméra. C'est les passants qui filmaient par leur fenêtre. C'est quoi ce bordel? Et dès que j'ai entendu le policier dire caméra, caméra, on est filmé, ils ont arrêté de me frapper. Voilà, donc il n'est pas inutile de souligner que les images sont importantes. À un moment où on vient d'être voté en première lecture une loi qui est voulue par le gouvernement et qui vise à dissuader de filmer et de diffuser des images de la police dans l'exercice de ses fonctions. Elles sont indispensables, ces images, et on en a la preuve dans ton enquête et dans cette affaire, car elles sont totalement en contradiction avec ce que les policiers disent dans leur PV d'interpellation. C'est ça, c'est que... alors, il y a les images accablantes de la vidéosurveillance, mais on a aussi travaillé sur les nombreuses images prises par les voisins, qui racontent aussi des éléments très importants de toute cette intervention, parce que donc c'est là quand on compare avec les déclarations des policiers, on voit que tout est faux. Les policiers disent qu'il a tenté de prendre leur arme, qu'il les a frappés à plusieurs reprises, etc. Donc du coup, on peut constater que tout est falsifié. Donc c'est un faux en écriture publique. Et aussi ces images, pour en revenir à l'actualité, c'est-à-dire que on nous dit souvent les images, oui, il n'y a qu'à les transmettre au procureur, oui, mais il n'y a qu'à là où alors c'est des images de vidéosurveillance, on aurait pu, le parquet l'aurait eu. La réalité, c'est que dans cette affaire, on a travaillé sur 20 minutes d'images, donc la vidéosurveillance, mais aussi après, et que c'est une personne par-ci, une personne par-là qui a pris la vidéo, que évidemment que pour reconnaître les forces de l'ordre, on ne va pas les flouter, et que un voisin ne va pas envoyer au ministre de l'Intérieur ou au procureur ces vidéos. Donc il faut laisser cette liberté-là de pouvoir filmer les forces de l'ordre, parce que dans cette affaire, sans ces images,
comme le dit Michel, il serait certainement en prison. Et ce sont des images d'intérêt général, on insiste, c'est pas juste un petit plaisir de filmer la police et de la balancer sur les réseaux ou dans des sujets. Mme Fatou Niang, on en est là en France, s'il n'y a pas la preuve par l'image des violences policières, on ne croit pas les victimes, car dans le parole contre parole, c'est forcément la police qui gagne. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que j'étais assez étonnée des réactions. On ne peut pas voir ça en France en 2020, je ne reconnais pas ma France, mais il faut traverser le périphérique et demander à certaines personnes d'une certaine carnation, c'est leur quotidien depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis plus longtemps. Et je trouve que ça pose vraiment, oui, la question de la preuve, de l'image, de la parole, parce que moi j'ai grandi dans un cadre où la parole de tout un quartier qui aurait assisté à cette scène n'aurait rien pesé par rapport à celle de ces 3 policiers-là. Donc l'image est extrêmement importante, même si, comme je le dis, c'est une image qui peut nous rapporter à beaucoup de traumatismes, qui peut être extrêmement dure à voir, mais voilà, on a besoin de ces choses-là pour que voilà, la mosaïque de cette histoire soit un peu plus complète et que surtout une partie de la population puisse enfin découvrir, parce qu'on en est là, à défaut de pouvoir croire, l'expérience de personnes qui jusque-là n'étaient pas crues. Il y a un autre extrait qui est saisissant dans ton enquête, c'est celui où Michel raconte les insultes. Et voilà, quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer. Ils disent quoi comme insulte exactement? J'ai beaucoup entendu le sale nègre. Une réaction, Mme Fatou Niang? Absolument pas surprise. Les insultes raciales, les insultes homophobes, le tutoiement, les agressions que l'on pourrait caractériser d'agressions presque sexuelles. C'est le quotidien de beaucoup d'adolescents, d'hommes, de femmes, dans des zones reléguées, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République ou les banlieues. Et donc moi, je veux vraiment insister sur cet aspect d'une nouveauté que la France a pu découvrir à l'occasion, par exemple, de la crise des Gilets jaunes, de cette violence-là qui devient visible parce qu'elle va s'abattre sur des corps normaux, sur des corps blancs, alors que c'est une violence au cœur de Paris, justement, alors que c'est une violence qui, lorsqu'elle s'abattait sur des corps dits racisés, noirs, arabes, ou dans des endroits qui étaient considérés comme étant hors de l'état de droit, qu'il fallait, pour utiliser les mots de Mathieu Rigouste, qui abritaient tous ces ennemis de l'intérieur, des endroits qu'on devait contrôler. Donc voilà, ces actions étaient absolument absoutes et comprises. Donc là, cette violence, parce qu'elle se généralise et parce qu'elle s'abat sur des corps différents, elle est comprise par une population, je ne sais pas si comprise est le mot, mais elle est accueillie avec beaucoup de... Voilà, les gens sont horrifiés, alors que moi, je ne suis pas blasée, mais je suis absolument... toutes ces séquences me sont malheureusement très familières. D'ailleurs, dans l'ouvrage collectif Racisme de France, vous écrivez un chapitre et vous écrivez qu'en France, on refuse de réfléchir aux violences policières comme ayant une coloration raciste, qu'on considère cela que comme des actes isolés de brebis galeuses. Absolument, absolument. Il y a un déni de la question raciale et un déni qui a mené à une amnésie nationale par rapport à la production très française d'identités qui vont être racialisées, marginalisées, et qui fait que, par exemple, lorsqu'on touche aux violences policières, on va parler de brebis galeuses. Ce sont les actions de certaines personnes. Et surtout, on va parler d'un phénomène importé de l'étranger. Donc, par exemple, pendant la mort de George Floyd, on a tout de suite vu cette longue vue qu'on va mettre sur les États-Unis pour identifier très clairement les violences policières aux États-Unis, les violences policières dans l'apartheid en Afrique du Sud, les violences policières au Brésil, mais pas en France, pas au pays des droits de l'homme. Pourquoi on ne peut pas en France le reconnaître? Pourquoi est-ce que, on l'a vu au tout début d'émission, cette incapacité de la classe politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et là-dessus c'est assez terrible de constater que extrême droite, droite et centre-droit, gouvernement sont d'accord pour dire il n'y a pas de violence policière, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'un tel déni est possible? Parce que nous vivons dans une république qui nous a dit que la race a produit deux des plus grands cataclysmes de notre ère moderne, l'esclavage, la traite des êtres humains et l'Holocauste. Et donc à partir de là, nous devons extraire ce mot de notre psyché, de notre manière de fonctionner, mais extraire le mot race au milieu du XXe siècle ne fait pas disparaître les héritages de la question raciale. Et lorsqu'on regarde par exemple juste par rapport à la police, il y a une très longue histoire raciale de la police. En 1777, la police des Noirs, lorsque l'on va créer
une police chargée spécialement de débusquer les Noirs qui se promèneraient en métropole parce que la présence des Noirs était interdite à l'époque, de Fouché, Belote. On a parlé beaucoup ces derniers jours de la BAC du 93. La BAC, le 93, est créée par un préfet qui a régné avec une main de fer en Indochine, en Algérie, et à qui on va dire, voilà, on a une petite poche avec quelques colorisés dans le 93, viens nous mater tout ça. Et avant ça, il vient quand même, c'est celui qui va mater la révolte des ouvriers en mai 67 en Guadeloupe. Donc il va arriver, créer la BAC 93, qui est absolument créée sur le modèle de cette police des colonies. Et on voit là ce modèle où les banlieues, ces territoires périphériques, abritant des corps anormaux, vont être contrôlés dans un mouvement qui rappelle celui du contrôle des colonies. Et tout ça, on va refuser de le voir, en refusant de voir cette approche systémique, cette approche ancrée dans une histoire très longue. Moi, je vous parle de 1777 de la France, et vouloir y voir quelque chose qui est, voilà, comme je disais, des petites erreurs individuelles auxquelles on ne peut pas apposer une coloration systémique ou raciste, à moins de vouloir être malhonnête. Et on voit que toutes ces affaires qui sont sorties pendant cet été, les groupes de WhatsApp de policiers contribuent encore et encore, la vidéo de David contribue encore et encore à vouloir à dessiller nos yeux qu'on veut garder fermés parce que notre mythe universaliste est trop douillé et qu'on n'a pas envie de se dire qu'on a une histoire raciale en France. David, ton enquête a fait énormément réagir. On est allé rencontrer tout à l'heure Lilian Thuram qui publie La Pensée Blanche. Lui aussi a vu donc les images et voici sa réaction. Mais moi, en regardant la vidéo tout au début, je me suis dit, c'est une arnaque, c'est pas des vrais policiers en fait. C'est quelqu'un qui lui en veut personnellement et qui veut le violenter. Et c'est pas normal qu'on puisse vivre dans une société où on a perdu confiance dans la police. Parce qu'encore une fois, si on doit avoir confiance dans une institution, c'est bien la police quand même. Et donc on peut pas légitimer ça. Ce n'est pas juste que moi, par exemple, qui ai eu la chance d'avoir connu la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, qui est quelqu'un de, je dirais, respecté dans l'espace public, que je dois éduquer mes enfants en leur disant faites très très attention les enfants. Vous savez, vous pouvez tomber sur des policiers qui ne rêvent qu'une chose, de vous agresser. Donc quand il se passe quelque chose, restez calme, tranquille, ne répondez pas. Surtout, vous ne répondez pas. Parce que vous n'aurez pas raison face à la police. Donc vous devez rester calme. Et je pense que c'est juste d'une grande tristesse, en fait, que je dois discuter de ces sujets avec mes enfants. Vous avez écrit un livre sur la pensée blanche. À chaque fois qu'on a des débats sur les violences policières en France, souvent on dit oui, mais ça concerne d'abord les États-Unis. C'est pas le cas chez nous. Quand il y a eu George Floyd, on a dit ça notamment. Est-ce qu'il y a une incapacité à voir le racisme structurel en France? Oui, il y a une incapacité, effectivement, à voir ce racisme structurel. Je pense qu'il est temps de grandir, en fait, de regarder les choses et de comprendre qu'effectivement, nous ne pouvons pas échapper à ce racisme structurel, parce que c'est le fruit de notre histoire. Et effectivement, encore une fois, il y a des Français, des Françaises qui sont malheureusement, qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils ont un rapport avec la police. Mais ça, il faut le comprendre. C'est pas un vu de l'esprit, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire moi-même, encore une fois, j'ai 48 ans, j'ai 2 garçons, je leur parle effectivement qu'ils peuvent avoir des problèmes avec la police. Et donc, vous imaginez que nous sommes en train d'éduquer nos enfants à penser qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans la police. Mais ce n'est pas juste, parce que, encore une fois, je pense que tout citoyen devrait avoir confiance dans la police. Et l'État doit garantir cette confiance-là. Et lorsque vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pouvez raconter à vos enfants? Est-ce que c'est normal que Lilian Thuram ait besoin de dire à ses enfants « Attention à la police, ne réponds pas, profil bas » ? En France, en 2020, oui. Aujourd'hui, lorsqu'on dit blanc, noir, lorsqu'on dit blanchité, on est traité de raciste, racialiste, indigéniste, toute cette flopée de termes qui ne veut absolument rien dire. Mais aujourd'hui, la blanchité, le premier privilège de la blanchité, c'est l'innocence.
le privilège, le luxe d'ignorer qu'on a une couleur. Et un enfant qui naît blanc en France a le luxe d'ignorer cette couleur. Un enfant noir, métis, arabe n'a pas ce luxe. Il doit savoir qu'il est noir. On lui apprendra très tôt comment se tenir, comment répondre. On lui apprendra très tôt qu'il faudra sortir avec ses papiers d'identité, avec sa carte d'identité qui montre au-delà de... Parce que son apparence extérieure montre tout de suite l'étranger, montre la suspicion. Donc il va falloir traîner avec lui ce symbole qui prouve plus ou moins son appartenance à la communauté nationale. Donc non, ce n'est pas normal, surtout qu'on est dans un pays qui nous dit que la couleur ne compte pas, la race ne compte pas, mais parce qu'on tient à nos enfants, parce que d'ici à ce que les gens puissent comprendre que nous n'importons rien, tout est ici. Nous avons un pays, nous avons été le 2e empire colonisateur et qu'on a une histoire franco-française de la race, il faudra, pour le bien-être de nos enfants, leur apprendre comment réagir devant des policiers. Et on voit que ce n'est pas suffisant. Dissocier violence policière et racisme, ça n'a pas de sens aujourd'hui ? Moi, je pense que ça n'a pas de sens parce que dans cette vidéo, mais comme dans le livre de Valentin Gendreau récemment ou dans beaucoup d'affaires, les deux sont entremêlés. C'est-à-dire que la réalité, c'est que... moi, quand je travaille sur ces affaires, et notamment celle-ci, je me pose toujours la question de il faudra combien de brebis galeuses pour qu'on se dise, tiens, il y a un problème du troupeau. Non, parce que même très sincèrement, je me dis, toutes ces gens qui disent que ce n'est pas systémique, qu'il n'y a pas de problème systémique dans ces violences policières, dans ce racisme, dans la police, il leur faut combien de ce qu'ils appellent bavure ou dérapage pour se dire on a peut-être un problème. On n'a aucune difficulté. Alors, on a eu beaucoup de difficultés, mais on commence à ne pas avoir de difficultés, à estimer qu'il y a peut-être une culture patriarcale qui peut expliquer les violences sexuelles ou sexistes. Dans le milieu médical, on commence à comprendre qu'il y a des violences médicales, et c'est pas parce qu'on parle d'un système et qu'on dit qu'il y a un système à réformer qu'on estime que tous les médecins, ou tous les maris, etc., sont problématiques. Et le problème, c'est que depuis les Gilets jaunes, mais en réalité, je veux dire, c'est depuis dans les banlieues, les violences policières, c'est juste que là on les voit davantage et que du coup on force peut-être la population davantage à les voir et à se poser des questions. Mais la réalité, il y a un puissant déni qui est confirmé chaque jour par les politiques, la majorité de la classe politique. Et moi, vraiment, j'ai une question, c'est il vous en faudra combien pour se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à réformer ». Alors, je ne sais pas si cette question sera posée ce soir à Gérald Darmanin. En tout cas, il est aux 20h de France 2. Je précise que donc une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et pour faux en écriture, pour ces incohérences entre le PV et les images. Mais disons que les violences policières, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais la question du traitement des personnes racisées dans notre société dépasse très largement ce cadre. Ça passe par les stéréotypes, les discriminations, l'invisibilisation. On en a discuté hier, donc avant publication de ton enquête, et donc elle n'y réagit forcément pas, avec une actrice et réalisatrice engagée, Aïssa Maïga. On se souvient qu'elle était à la mobilisation le 2 juin devant le tribunal de Paris avec le comité Adama. Je suis là en mémoire de tous ceux, la liste est trop longue, qui ont subi ces violences et qui l'ont payé de leur vie. Je suis actrice et réalisatrice. Le combat que nous menons dans le cinéma, la télévision, le théâtre en France est le même combat. Nous ne laisserons pas le cinéma français tranquille. Nous ne laisserons pas la justice française tranquille. Nous ne laisserons pas la France tranquille tant qu'il y aura des injustices. Déjà au César, elle avait mis les pieds dans le plat en soulevant ce sujet dans une assemblée très blanche. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Alors je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter, voilà, mais là j'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. Et 12, je crois que c'est un peu le nombre magique ce soir, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a compris. Et puis bon, c'est la fête parce que 12 c'est quand même pas mal. 12, comme on dit, beurre, black, noix, chinois, beurette. Bon, appelez-nous comme vous pouvez. Nous, on a survécu au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence? On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménage à l'accent Buana. On a survécu au rôle de terroriste. On a survécu à tous les rôles de filles hyper sexualisées. Une déclaration qui avait créé un malaise. On en a profité pour discuter avec elle mercredi aux assises du collectif 50-50 pour la parité et la diversité. Il y a eu un malaise, c'est vraiment le mot qui est ressorti. Mais je considère que le malaise, il préexiste depuis très longtemps. J'ai incarné
j'ai été la personne qui a permis au malaise d'affleurer de façon plus évidente. Mais chaque année, au moment des Césars, il y a toute une partie du métier qui est mal à l'aise. Chaque année, au moment des Césars, il y a une partie de la population qui est mal à l'aise. Et j'assume le fait d'avoir pris la parole à table au moment du dîner de Noël pour dire que les réunions de famille, c'est sympa, mais que c'est bien de parler de ce qui fâche aussi pour pouvoir le dépasser et avancer. Ça fait 25 ans que je suis témoin de blocage, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui fondamentalement exclut, mais dans ce schéma d'exclusion tolère des exceptions dont je peux faire partie ou d'autres artistes devant ou derrière la caméra peuvent faire partie. Et plus que des exceptions, on est parfois l'arbre qui cache la forêt. Les gens sont, voilà, on est presque des cautions, les gens sont très contents qu'on soit là, donc on porte un poids symbolique très fort. Et au-delà de notre propre condition, ce qui se joue, c'est la question de l'égalité des chances. Quand j'ai pris la parole et que j'ai décidé de compter, c'était volontairement pour mettre le doigt sur le fait qu'on ignore trop cette question-là et qu'on la balaye souvent du revers de la main au motif que le peuple français est un et indivisible. Et dans la réalité des faits, malheureusement, les inégalités perdurent et rien n'est fait. Ou beaucoup trop peu de choses sont faites. Je vous vois acquiescer, Mme Fatou Niang. Juste avant ce passage, vous avez dit une chose qui est extrêmement importante. Les violences policières sont le bout de l'iceberg. Le déni de la question raciale est l'iceberg. Et le déni de la question raciale, il englobe tout ça, et j'en parle dans mon livre. Il englobe la création de l'identité française en une chose qui est blanche mais qui ne dit pas son nom. Comment est-ce qu'on crée de l'identité, comment est-ce qu'on crée du nous en créant un E, comment est-ce qu'on crée du nous dans le canon littéraire, qui peut être un écrivain français, qui ne l'est pas, comment classer les écrivains de banlieue, comment classer, ce qui veut d'ailleurs rien dire, comment on crée de la communauté dans le cinéma, comment on crée de la communauté, oui, c'est tout, et toutes ces choses-là, lorsqu'on remonte un peu le fil, une investigation comme David l'a très bien fait, on tombe toujours sur le même os, qui est le déni de notre histoire coloniale, de la place que le concept de race, vraiment, je le dis encore, pas dans son sens biologique, mais dans le sens de la manière dont il organise notre société, continue d'imprégner un pays qui se dit quand même toujours aveugle à la couleur, parce que l'universalisme est passé par là, que l'universalisme a terrassé ce monstre, et que nous sommes du coup les racistes qui voulons le ramener à la vie. Donc tant que ce déni-là, cet aveuglement-là ne sera pas confronté, ce problème n'est pas prêt d'être réglé en France. C'est-à-dire qu'à un bout du spectre, il y a les violences, à l'autre, il y a l'invisibilisation. Est-ce que l'un entraîne l'autre et vice-versa? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment, je reprends votre image de l'iceberg. Je dis que les violences policières sont la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on peut voir, surtout avec des vidéos comme ça, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, la difficulté d'accès au logement, les difficultés d'accès à l'emploi, la difficulté à être vu, à être perçu, à être compris comme faisant partie du groupe national. Parce que la manière dont le groupe national a été codifié, codé, que ce soit en termes de linguistique, en termes de littérature, en termes de cinéma, qu'est-ce que le cinéma français, qu'est-ce que la littérature française, qu'est-ce que parler français, qu'est-ce qu'être français, a été codé d'une manière qui exclut l'autre et qui exclut souvent sur une base raciale. Et parce qu'on ne veut pas parler de la race, parce qu'on ne veut pas l'étudier, par essence, cette équation, dans la manière dont elle est posée aujourd'hui, on ne peut pas y répondre. Mais là où je suis optimiste, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération de jeunes Français de toute engeance, de toute origine, qui se disent, contrairement à ce qu'on a pu entendre, de dire, voilà, ce sont des gens qui sont séparatistes, ce sont des gens qui ont une haine de la France, une haine des Blancs, une haine de la République, qui justement proposent un mouvement antiraciste aujourd'hui qui, à l'opposé de ce qu'on croit,
essaie de créer de la République, essaie de créer une République qui ne soit plus seulement basée sur une espèce de mythe comme ça, qui invisibilise et qui, voilà, pense à une France éternelle basée sur des valeurs qui n'existent plus, mais essaie de créer une communauté qui soit véritablement le miroir de la France de 2020 telle qu'elle est, et pas la France du 17e ou de la Révolution, et une France telle qu'elle pense être. Donc vraiment prendre prise sur le réel, partir sur le réel et surtout partir avec les gens et la population qu'il y a aujourd'hui et sortir des mythes incantatoires. On va rester sur l'espoir de cette nouvelle génération. Merci à tous les deux. Merci Mme Fatou Niang, vous êtes professeur associé à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh. Merci David Perrotin, tu signes pour l'Oopsider cette enquête vidéo sur les violences policières de policiers du 17e arrondissement de Paris. Merci à tous les deux. Le 24h Mediapart. Vous avez lu Mediapart ces dernières 24 heures ou pas? Alors je vous fais c'est pas grave, vous avez le droit. Je vous fais un petit résumé. À lire le procès de l'affaire Maouda par Nejma Brahim en Belgique. Maouda, c'est cette fillette kurde tuée par balle lors d'une course-poursuite entre la police belge et un camion transportant des migrants en mai 2018. Un drame qui illustre la déshumanisation des migrants en Europe. Camille Polony explique comment une manifestante lyonnaise légèrement blessée par un tir de LBD en 2019 a obtenu une décision favorable du tribunal administratif. Et ce qui est fou, c'est que ces dernières années, 4 hommes ont déjà été indemnisés par ce biais sans condamnation pénale du tireur. Enfin, Stéphane Aliès, co-directeur éditorial de Mediapart, rend hommage à Diego Armando Maradona. Pour lui, le footballeur est certes mort ce mercredi 25 novembre, mais face à l'histoire du football qu'il a marqué de son génie fantasque et enfantin, il ne peut pas mourir. Courage Stéphane, je sais que tu es triste, je crois que tu n'es pas le seul dans cette rédaction. À l'air libre, c'est fini pour ce soir, on se retrouve lundi. Au programme ce week-end, demain, une émission de Joseph Confavreux sur la situation au Liban. Samedi, un documentaire qui s'appelle Klebs, c'est un court-métrage. Et puis dimanche, un entretien de Romaric Gaudin avec Cédric Durand. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, passez un bon week-end. Bonne soirée. Salut!